Le béton national est attendu dans le bureau ovale de la Maison-Blanche à Washington, D.C. par son homologue le président des USA Donald Trump ce jeudi 1er mai pour la signature officielle le vendredi 2 mai de la capitulation et le retrait des troupes du génocidaire Paul Kagame, chef de l'État voyou de la Terre sainte de la République démocratique du Congo. Dans les mêmes circonstances du temps, le mandat militaire de Blackwater, la première armée privée du monde et des États-Unis d'Amérique, qui est investie des pleins pouvoirs et d'une délégation de la puissance publique de l'État congolais pour imposer la paix par tous les moyens nécessaires et faire usage de la violence légitime de l'État pour faire disparaître toutes les atteintes à la sécurité nationale et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, commence officiellement à partir du vendredi 2 mai à 24 heures. Vu ce qui précède, la République démocratique du Congo ne s'intéresse maintenant qu'à ce qui se passe au département d'État à Washington, D.C. et dans le bureau ovale de la Maison-Blanche aux USA où sont accrédités les plus importants officiels et négociateurs de la présidence de la République ainsi que la chef de la diplomatie congolaise Madame Thérèse Kanikomba Wagner qui reçoit des ordres directement du chef de l'État SEM Félix Antoine Tshisekedi. En effet, la République démocratique du Congo n'accorde plus beaucoup d'importance aux négociations de Doha, qui ne sont qu'une petite mise en scène, puisque l'essentiel des choses, il s'agit de l'application de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, où les USA sont co-signataires, sont déjà faites et l'État voyou du Rwanda du génocidaire Paul Kagame a accepté de retirer ses troupes sur injonction des USA. Et pour cause, les négociations de Doha se déroulent d'une part, entre Bertrand Bisimwa, numéro 1 et chef du mouvement terroriste du M23 AFC et d'autre part, un haut fonctionnaire de la République démocratique du Congo en sa qualité de simple directeur général de la Direction générale des migrations, M. Papimbuyi Kanguji, le chef de la délégation congolaise qui n'a même pas le rang d'un ministre ni d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. La diplomatie agissante du président de la République démocratique du Congo SEM Félix Antoine Tshisekedi, vient enfin par l'entremise du médiateur de l'Émirat du Qatar et des USA co-signataires de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies de soumettre le mouvement terroriste du M23 au dialogue que prévoit le processus de Nairobi. NB. Désormais, sous le règne du président de la République démocratique du Congo SEM Félix Antoine Tshisekedi, il n'y aura plus des bêtises de mixage, de brassage et des infiltrations des Tutsis rwandais et autres au sein des institutions régaliennes de la République démocratique du Congo. En effet, le processus diplomatique de Nairobi prévoit un dialogue intercongolais qui concerne uniquement les groupes armés, y compris le M23 qui s'y était soustrait en prenant les armes dont les combattants illégaux doivent passer au tamis de ceux qui sont congolais qui seront démobilisés et ceux qui ne le sont pas qui seront reconduits à la frontière pour retourner dans leur pays d'origine. Le président de la République démocratique du Congo SEM Félix Antoine Tshisekedi est très serein puisque sa stratégie politique et diplomatique est triomphante et elle est un bloc cadenas qui prive d'arguments et de légitimité aussi bien les revendications du mouvement terroriste Tutsi rwandais du M23 AFC et aussi l'intrusion des blas religieux des deux églises coloniales étrangères de la bande de Fridolin Ambongo Besaïge. En dehors des deux processus diplomatiques en cours, il s'agit du processus de Luanda, où l'État voyou du Rwanda du génocidaire Paul Kagame se trouvera face à face avec le béton congolais, chef de l'État de la République démocratique du Congo et le processus de Nairobi qui prévoit un dialogue intercongolais uniquement entre la République démocratique du Congo et les différents groupes armés sans la participation des opposants Yanzala, il n'y a pas d'autre issue. Quelle est la différence entre ces deux processus diplomatiques et surtout qu'apporterait leur fusion? Le processus de Nairobi, initié en avril 2022 par le AC, avait pour ambition l'éradication de tous les groupes armés locaux et étrangers opérant dans l'Est de la République démocratique du Congo. Un rapport du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, publié en 2023, estimait à 252 le nombre de groupes armés locaux et à 14 celui des groupes armés étrangers actifs dans les provinces de l'Est de la République démocratique congolaise. Ce processus facilitait des discussions entre le gouvernement et les groupes armés locaux pour leur adhésion volontaire au PDDRCS, tandis que les groupes armés étrangers étaient appelés à déposer les armes en vue de leur rapatriement dans leur pays d'origine. C'est au cours de ce processus que les combattants illégaux congolais seront identifiés pour être démobilisés et les étrangers seront reconduits à la frontière vers leurs pays respectifs. Mais, après plusieurs rounds de consultation, le processus de Nairobi n'a jamais véritablement avancé parce que les Tutsis rwandais du M23 avaient repris les armes. Pour sa part, le processus de Luanda, lancé le 23 novembre 2022 lors d'un sommet organisé en Angola, visait principalement la désescalade des tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda,
ainsi que la résolution de la crise sécuritaire à l'est du pays, notamment en lien avec les terroristes Tutsi rwandais du M23. L'annulation, le 15 décembre 2024, du sommet tripartite République démocratique du Congo-Rwanda-Angola, qui devait aboutir à la signature d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali, a été perçu par beaucoup d'États, les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, comme un échec de ce processus. Cependant, la fusion de ces deux processus de Luanda et de Nairobi devrait permettre maintenant une meilleure coordination des actions diplomatiques et militaires entre la SADC et l'EAC. Et aussi, elle devrait surtout renforcer l'unité des efforts régionaux et éviter tout chevauchement des initiatives pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo.